Le Grand Canyon, avec ses immenses parois de roches rouges parfaitement stratifiées, demeure l'une des merveilles naturelles les plus mythiques des États-Unis. Et sans doute du monde. Surnommé le sous-sol de l'histoire, il agit comme une véritable machine à remonter le temps. Chaque couche rocheuse raconte une ère préhistorique, remontant jusqu'aux origines de notre planète. Récemment, une équipe de spécialistes s'est aventurée au cœur du canyon pour y mener de nouvelles analyses. Et ce qu'ils ont mis au jour pourrait bien renverser tout ce que l'on croyait connaître sur ce monument naturel. Alors, qu'ont-ils découvert exactement? Et en quoi ces révélations pourraient-elles transformer notre vision de cet endroit fascinant? Plongeons ensemble dans les découvertes les plus déroutantes jamais réalisées par les scientifiques dans cet environnement unique. Des grottes du Grand Canyon contenant des excréments de paresseux et des chauves-souris momifiées. Peu de gens savent que les falaises du Grand Canyon abritent des grottes. À l'intérieur, on y trouve des restes d'animaux et de plantes, offrant un aperçu fascinant de la région à l'époque glaciaire. Ces grottes varient beaucoup en taille. Certaines sont si étroites qu'il faut ramper pour y entrer, tandis que d'autres sont assez vastes pour qu'on puisse s'y tenir debout sans toucher les parois. Elles ont longtemps servi d'abri à des rats des bois, des chauves-souris, des oiseaux, ainsi qu'à des chèvres de montagne et des paresseux aujourd'hui disparus. Grâce au climat aride de l'Arizona, les ossements de ces animaux ont été remarquablement bien conservés, permettant aux chercheurs de mieux comprendre les événements survenus il y a environ 40 000 ans, pendant l'ère glaciaire. Les premières études ont commencé avec la grotte de Rampart, découverte en 1936 à l'extrémité ouest du canyon, à 534 mètres d'altitude. Les scientifiques y ont trouvé d'énormes amas d'excréments, de la taille de boules de bowling, éparpillés sur le sol, si bien conservés qu'ils semblaient récents. Ils ont finalement découvert qu'ils provenaient d'un paresseux géant d'environ 2,7 mètres de long et pesant plus de 225 kg, une espèce disparue depuis plus de 10 000 ans. Lorsque ces excréments ont été analysés par datation au carbone 14, les résultats ont révélé qu'ils étaient restés dans la grotte pendant une période allant de 11 000 à 40 000 ans. Les restes de végétaux trouvés dans ces fesses ont permis aux scientifiques de mieux comprendre le régime alimentaire de ces créatures préhistoriques. Ils ont aussi donné des informations précieuses sur la flore régionale de l'époque, comprenant notamment de la mauve du désert, du thé mormon, de la roche, de l'acacia à griffes de chat, des cactus, des roseaux et du yucca, autant de plantes qui prospéraient autrefois dans ce paysage, renfermant des traces d'animaux et de végétaux ayant existé sans perturbation dans le Grand Canyon pendant des millénaires. Les chercheurs ont aussi découvert dans la grotte des crânes de chèvres de montagne de Harrington. Dans les années 1930, le paléontologue Chester Stock fut le premier à décrire cette espèce, estimant qu'elle avait vécu il y a environ 19 000 ans, avant de disparaître en même temps que le paresseux terrestre de Shasta, un grand Nothrothériops couvert de poils. Il avait noté que la chèvre de Harrington était une version plus petite et à poils courts de la chèvre de montagne moderne. La grotte renferme également des chauves-souris momifiées, ainsi que des condors exceptionnellement bien préservés. Selon Steve Hemsley, professeur de biologie à l'Université de Caroline du Nord à Wilmington, certains condors sont si bien conservés que leur peau et d'autres tissus sont encore intacts sur certains os. Spécialiste des oiseaux, Hemsley a exploré les grottes en compagnie de Mead, un anthropologue. En analysant chimiquement les tissus desséchés des condors, Hemsley a découvert que les condors du Grand Canyon se nourrissaient probablement de mégafaunes, aujourd'hui disparues. Cette extinction aurait entraîné la mort des chauves-souris momifiées retrouvées dans la grotte. Numéro 2. D'étranges formes de vie préhistoriques découvertes dans le Grand Canyon. Tout a commencé lorsqu'un énorme rocher s'est détaché d'une falaise, révélant des marques étranges. Alan Creel, un géologue en randonnée avec un de ses étudiants sur le sentier Bright Angel, dans le parc national du Grand Canyon, a remarqué une pierre inhabituelle, portant des traces qui ressemblaient à des empreintes de pas. Intrigué, Creel a pris des photos et les a envoyées à un ami et collègue de longue date, Stephen Roland, paléontologue à l'Université du Nevada à Las Vegas, connu pour ses fouilles sur le site de chasse Washoe, un ancien lieu de boucherie vieux de 200 ans découvert à Carson City. Après analyse, Roland a conclu qu'il s'agissait de traces fossilisées très anciennes. Selon lui, ces empreintes dateraient de 313 millions d'années, ce qui en ferait les plus anciennes preuves de la présence d'animaux vertébrés jamais découvertes dans le Grand Canyon. Ces empreintes, retrouvées dans des dunes, appartiendraient à un amniote, un animal pondant des œufs à coquille dure.
Mais comment ces traces ont-elles pu rester intactes pendant autant de temps? Le rocher, pesant plusieurs centaines de kilos, s'est détaché de la formation de Manakasha, un affleurement de grès vieux d'environ 314 millions d'années. Le sable aurait joué un rôle clé dans la préservation des empreintes fossiles à travers les âges. En examinant les traces de plus près, Roland a déterminé qu'elles représentaient deux reptiles différents traversant le rocher en diagonale. Il a aussi remarqué que l'un des animaux mesurait environ 30 cm et se déplaçait avec une démarche latérale, un mouvement où la patte arrière gauche avance, suivi de la patte avant gauche, puis de la patte arrière droite et enfin de la patte avant droite. Les scientifiques hésitent encore à savoir s'il s'agit de deux animaux distincts ou du même reptile passant à deux moments différents, car le second jeu d'empreintes semble un peu plus rapide. Roland en a conclu que cette démarche latérale était courante chez les tétrapodes, ces vertébrés à quatre pattes. Quoi qu'il en soit, ces traces prouvent la présence précoce de vertébrés rampants, une découverte inédite jusqu'à présent. Elle constitue aussi la plus ancienne preuve connue d'amniotes vivant dans des dunes, précédant les autres de près de 8 millions d'années. Malgré cette découverte majeure, certains scientifiques restent sceptiques. Mark Nibble, responsable du programme de paléontologie du Grand Canyon, a déclaré qu'il existait de forts désaccords dans la communauté scientifique sur l'interprétation des empreintes et la datation des roches, ce qui rendait les conclusions de Roland controversées. Il a toutefois salué la découverte de krill, soulignant que le rocher se trouvait sur un sentier emprunté par des milliers de visiteurs, sans que personne ne l'ait remarqué auparavant. Numéro 3. Un gisement d'uranium découvert dans le Grand Canyon. Le Grand Canyon est une terre spirituelle et culturelle pour au moins 11 tribus amérindiennes. On pourrait croire qu'un lieu aussi sacré serait à l'abri d'une contamination à l'uranium, mais c'est tout le contraire. On y trouve de nombreuses mines d'uranium et des centaines de concessions minières situées juste à l'extérieur du parc, menaçant gravement la préservation de cette gorge exceptionnelle. Les gisements d'uranium sont enfouis profondément dans des couches de grès, de siltite et d'argilite à travers tout le sud-ouest américain. Dans la région du Grand Canyon, le minerai se trouve dans des formations géologiques appelées cheminées de brèches, qui ont attiré les premiers mineurs dès les années 1870. L'exploitation de l'uranium près du parc national du Grand Canyon remonte aux années 1950, avec la mine Orphan, située à seulement 3 km du Grand Canyon Village. Depuis, au moins 8 mines d'uranium ont fonctionné à proximité du parc. Parmi elles, la Canyon Mine, récemment rebaptisée Pinyon Plain Mine, est la mine d'uranium la plus riche actuellement exploitée aux États-Unis. Elle représente toutefois une menace directe pour les sources d'eau du canyon. Dans les années 2000, la hausse du prix de l'uranium a attiré une vague de compagnies minières dans la région, venues exploiter les modestes réserves de minerais à forte concentration. À la fin de la décennie, des milliers de concessions minières avaient été enregistrées sur les terres publiques entourant le parc national. Grâce à la mobilisation des pêcheurs, des chasseurs, des autorités locales et des communautés autochtones, une campagne a permis d'obtenir un moratoire temporaire sur l'exploitation minière dans les environs du Grand Canyon. Parmi ces groupes, la tribu Havasupai, dont la réserve se situe au fond du canyon. Ses habitants dépendent d'un ruisseau alimenté par des sources naturelles pour boire, cuisiner et irriguer leur culture de maïs et de luzerne, sans parler de son importance spirituelle et culturelle. Ils redoutent que la mine Canyon contamine les nappes souterraines qui alimentent leurs sources. En 2012, un moratoire de 20 ans a été instauré sur près d'1 million d'acres de terre publique entourant le Grand Canyon. Mais cette mesure reste temporaire, et les compagnies minières attendent avec impatience que l'interdiction soit levée. En mai 2022, près de 600 concessions minières étaient encore actives dans les forêts nationales et sur les terres publiques voisines du parc, malgré plusieurs tentatives du Congrès américain pour faire voter une interdiction permanente. Numéro 4. Le fleuve Colorado est presque à sec. Le fleuve Colorado prend sa source dans les montagnes Rocheuses, dans le sud-ouest des États-Unis, et s'étend sur environ 2330 km. Il serpente à travers des canyons profonds et des reliefs accidentés, sculptant au passage des paysages spectaculaires. L'une de ses portions les plus célèbres est celle qui traverse le Grand Canyon, où la puissance du fleuve a façonné une merveille naturelle à couper le souffle. Il transporte l'eau à travers les déserts, les chutes et les canyons, puis traverse les zones humides du delta du Mexique avant de se jeter dans le golfe de Californie.
Dans le Grand Canyon, il est utilisé pour le kayak, le canoë et les excursions touristiques. Malheureusement, les scientifiques ont découvert que le fleuve risque de s'assécher complètement si aucune mesure sérieuse n'est prise. Les environnementalistes estiment que le problème se prépare depuis des décennies, mais qu'il est devenu critique ces dernières années. Les grands réservoirs du fleuve sont tombés à des niveaux dangereusement bas, car les États de l'Ouest ont construit des barrages et détourné son eau vers des villes comme Los Angeles, Phoenix, San Diego et d'autres métropoles en pleine expansion. Cela a réduit l'afflux vers le fleuve, autrefois appelé la Grande Rivière. L'un de ces barrages est le barrage de Glen Canyon. S'il satisfait les ingénieurs, qui le voient comme une prouesse technique, les écologistes le considèrent comme une menace pour le fleuve depuis sa création. Le Colorado coule encore à travers le Grand Canyon et on voit toujours des bateaux naviguer sur le lac Mead, à la frontière du Nevada et de l'Arizona, le plus grand réservoir d'eau des États-Unis. Mais sur les parois rocheuses, des lignes claires marquent l'ancien niveau de l'eau, bien plus élevé qu'aujourd'hui. Le barrage de Glen Canyon, construit il y a un peu plus de 50 ans, a donné naissance au lac Powell, un réservoir artificiel formé par l'inondation du canyon. Même si le barrage devait à l'origine produire de l'énergie hydroélectrique, le niveau d'eau est désormais trop bas pour en générer. Si la situation continue de se dégrader, l'eau ne pourra plus circuler en aval du barrage, ce qui aurait des conséquences dramatiques sur l'approvisionnement en eau en Californie, en Arizona, au Mexique et même au Nevada. C'est pourquoi plusieurs associations environnementales ont appelé les responsables politiques à investir dans la modernisation du système hydraulique du barrage de Glen Canyon. Avec une telle mise à jour, l'eau pourrait à nouveau s'écouler librement dans le fleuve Colorado. Espérons que cela soit fait à temps, avant que nous ne perdions l'une des plus grandes merveilles naturelles du monde. Numéro 5. La suite de luxe du Grand Canyon, qui est aussi une grotte. Alors que la crise des missiles de Cuba battait son plein en 1961 et que la peur d'un bombardement nucléaire se faisait sentir, John F. Kennedy, alors président des États-Unis, décida de prendre les devants en imaginant un refuge pour protéger la population en cas d'attaque. Il estima que le Grand Canyon serait l'endroit idéal pour mettre ce projet à l'abri. Il y fit creuser des suites troglodytes de luxe, chacune approvisionnée en vivres suffisants pour nourrir plus de 2000 personnes pendant au moins un mois. Mais comme les bombes ne sont jamais tombées, ces grottes, dont la construction prit 4 mois, furent transformées en attractions touristiques où les visiteurs du Grand Canyon peuvent encore descendre aujourd'hui. Située à environ 67 mètres sous terre, cette suite unique au monde est souvent décrite comme l'hôtel souterrain le plus calme, le plus sombre et le plus ancien de la planète. Ces cavernes et leurs parois datent de plus de 65 millions d'années. Fait étonnant, les rations d'urgence stockées à l'époque sont restées intactes et consommables après 40 ans, grâce au climat naturellement sec du Grand Canyon qui conserve tout ce qu'il abrite. Côté confort, la suite dispose d'un salon avec télévision, tourne-disque, lit et bibliothèque pour rendre le séjour aussi agréable que possible. L'eau courante y est également disponible, mais uniquement parce que plusieurs centaines de litres sont descendus manuellement jusque dans la grotte. Le taux d'humidité y étant pratiquement nul, aucun aliment ne pourrit et aucune autre forme de vie, ni rats, ni insectes, ni animaux, ne peut survivre à une telle profondeur pour y causer des dégâts. Cependant, le lieu n'est pas entièrement privé. Il fait partie des attractions du parc national. Pour y passer la nuit, il faut débourser environ 900 $. Numéro 6. Le monstre de Mogollon. L'une des histoires les plus fascinantes liées au Grand Canyon est celle du monstre de Mogollon, l'équivalent du Bigfoot de l'Arizona. On raconte que ces créatures habiteraient les forêts denses du Mogollon Rim, une falaise de plus de 600 mètres de haut qui s'étend du nord du comté de Yavapai jusqu'à la frontière du Nouveau-Mexique. La première apparition signalée près du Grand Canyon remonte à 1903. L'explorateur Ingvald Walter Stevens affirma avoir croisé une créature géante, velue, à l'allure humaine, semblable au légendaire Bigfoot ou Sasquatch. Il la décrivit comme dotée d'une force incroyable, d'une grande agilité et capable de se déplacer sans bruit dans les bois escarpés du canyon. Un autre témoin, Don Davis, passionné de cryptozoologie, disait croire dur comme fer à l'existence du Mogollon. Lors d'un camp scout près de Payson dans les années 1940, il aurait vu de ses propres yeux une grande créature poilue au visage carré et sans expression.
D'après les nombreux témoignages rapportés dans la région, le monstre mesurerait plus de 2 mètres, marcherait debout, posséderait des griffes de 5 cm, serait couvert d'un pelage épais et dégagerait une odeur pestilentielle de poisson pourri ou de viande en décomposition. Très rusé, il imiterait les sons d'animaux pour se fondre dans la nature, et son cri aigu, semblable à celui d'une femme en détresse, hanterait les forêts la nuit. Mais les récits de Stevens et Davis n'ont jamais convaincu la communauté scientifique. La plupart des experts estiment qu'il s'agit de supercherie, ou que la fameuse créature n'était probablement qu'un grand grizzly se tenant sur ses pattes arrière. Son existence n'ayant jamais été prouvée à ce jour, un conseil. Si un jour vous entendez un hurlement perçant ou apercevez des empreintes anormalement larges sur le Mogollon Rim, courez. Et surtout, ne vous retournez pas. Le sauvage des roches rôde peut-être encore dans la forêt, attendant le moment parfait pour frapper, ou au moins pour fouiller votre tente. Numéro 7. La tribu Havasupai. Le peuple Havasupai, aussi appelé Havasubaja, vit principalement à Supai, un canyon tributaire situé au cœur du Grand Canyon. C'est l'une des plus petites nations amérindiennes des États-Unis, et le seul endroit du pays où le courrier est encore livré à dos de mule. Autrefois, leur territoire s'étendait bien au-delà de ce canyon, jusqu'à la montagne Bill Williams au sud et jusqu'au Petit Colorado à l'est. Leur mode de vie dépendait des saisons. Ils se déplaçaient le long des couches verticales du canyon selon les périodes de l'année. En automne et en hiver, ils vivaient sur le plateau du Colorado près de la crête, où ils chassaient et cueillaient pour se nourrir. Au printemps et en été, les familles Havasupai descendaient sur la plateforme de Tonto, notamment dans la région d'Indian Garden et d'autres zones fertiles, pour y cultiver du maïs, des haricots, des courges, des melons et des citrouilles. Parfois, ils remontaient sur le plateau pour rendre visite à des amis ou chasser, tout en vérifiant régulièrement leur culture. Pour lutter contre la sécheresse, ils construisaient de petits abris près des champs afin de protéger leurs récoltes des insectes et des nuisibles locaux. Leur architecture et leurs habitudes de sommeil étaient particulières. Leurs abris aux toits arrondis étaient faits de chaume, de branches de saule et de broussailles droites. La nuit, ils dormaient sur des matelas posés au sol, la tête tournée vers l'est, une orientation censée éloigner les cauchemars. Les Havasupai vivaient dans le canyon depuis des millénaires, avant qu'un Européen ne les rencontre. Ce fut le prêtre espagnol Francisco Garcés qui visita le canyon de Havasu en 1776. Il poursuivit ensuite sa route vers les Mesa Hopi, d'anciens villages pueblos perchés sur les hauteurs, et décrivit un petit village Havasupai isolé à l'est, près du Moen Kopi Wash, bien au-dessus du Grand Canyon. À la fin des années 1880, la tribu subit ses premières intrusions euro-américaines. Ces nouveaux arrivants empruntèrent les sentiers déjà tracés par les anciens pueblos, les Havasupai et les Hopi. En explorant les champs de Tonto, ils découvrirent d'anciens canaux d'irrigation et des zones agricoles, qu'ils baptisèrent Indian Garden, un nom encore utilisé aujourd'hui. Les foyers Havasupai commencèrent à attirer l'attention lorsque la compagnie ferroviaire Santa Fe ouvrit, en septembre 1901, une ligne menant jusqu'au Grand Canyon. 2 ans plus tard, le président Theodore Roosevelt visita le site et descendit le sentier Bright Angel. En chemin, il rencontra 2 Havasupai vivant avec leur famille à Indian Garden. Roosevelt les informa qu'un parc national allait bientôt être créé et qu'ils devraient quitter la zone. L'un d'eux accepta et s'installa avec sa famille dans une grotte plus haut sur le sentier, tout en continuant à cultiver ses terres à Indian Garden. L'autre refusa de partir et resta sur place avec sa femme jusqu'à leur expulsion forcée par le service des parcs nationaux en 1928. Après cela, le gouvernement américain confina les Havasupai dans une réserve de seulement 210 hectares, située dans le canyon de Havasu, une infime partie de leur territoire ancestral. Mais la tribu réclama la restitution d'une plus grande portion de ces terres. Leur demande fut finalement acceptée en 1975, lorsque le président Gerald Ford leur rendit près de 74 000 hectares de territoire en bordure du canyon. Depuis, les Havasupai ont su s'adapter à leur environnement et vivent aujourd'hui principalement du tourisme, de l'agriculture et du travail salarié. Numéro 8. La terrifiante création du Grand Canyon. Le Grand Canyon s'étend sur environ 446 km de long,
atteint jusqu'à 29 km de large et dépasse parfois 1600 mètres de profondeur. Sa taille impressionnante et la richesse de ses couches rocheuses exposées offrent un témoignage géologique unique, couvrant plusieurs milliards d'années de l'histoire de la Terre. L'histoire du canyon commence il y a environ 70 millions d'années, à la fin du Crétacé, lorsque la région n'était encore qu'une vaste plaine. Peu à peu, les mouvements tectoniques et le soulèvement du plateau du Colorado firent s'élever la Terre, préparant le terrain à la formation du canyon. Il y a environ 6 millions d'années, le fleuve Colorado, qui traverse aujourd'hui la région, commença à creuser son lit à travers le plateau. En s'enfonçant de plus en plus profondément, il mit à nu des couches rocheuses représentant des millions d'années d'évolution de notre planète. En poursuivant son cours, le fleuve a érodé les strates de roches sédimentaires, principalement du grès, du calcaire et du schiste, qui composent les parois du canyon. Si le fleuve a été le principal sculpteur du Grand Canyon, d'autres facteurs ont contribué à son façonnement. Les variations climatiques, au fil des millénaires, ont influencé la vitesse d'érosion. Les périodes froides, avec le gel et les glaciers, ont accéléré la désagrégation des roches, tandis que les périodes chaudes ont favorisé des crues plus abondantes. De plus, certaines couches rocheuses plus dures, comme les grès résistants, ont ralenti l'érosion à certains endroits, donnant naissance à ces falaises abruptes et spectaculaires qui caractérisent le canyon. Aujourd'hui encore, les visiteurs peuvent observer le travail incessant du fleuve Colorado, qui continue de creuser, d'éroder et de redessiner jour après jour cette merveille naturelle unique au monde. Il est aujourd'hui le témoin majestueux des forces dynamiques de la nature et rappelle de manière saisissante l'histoire géologique de notre planète. Numéro 9. Les corps disparus et réapparus du Grand Canyon. En 2021, un corps a été retrouvé à environ 130 mètres sous la crête du canyon, près de Yavapai Point. Il s'agissait, selon les autorités, d'un homme hongrois de 45 ans, Gábor Berksi Tomszani. Après le signalement de sa disparition par sa famille à la police de Las Vegas, une vaste recherche fut lancée. Son véhicule et ses effets personnels furent découverts près du centre des visiteurs du parc, et son corps retrouvé peu après, au fond du canyon. Cette découverte fut un choc pour les enquêteurs, mais un autre détail les bouleversa encore davantage. Un second corps gisait tout près du premier. Il appartenait à Scott Walsh, aperçu pour la dernière fois en 2015 alors qu'il descendait d'une navette au versant sud du parc. Son corps se trouvait à près de 5 km de là, dissimulé par la roche et camouflé par ses vêtements, au point d'être passé inaperçu pendant des années. Personne ne comprenait comment ces corps avaient pu rester introuvables si longtemps, jusqu'à ce qu'une nouvelle découverte apporte un début d'explication. Vous voyez, le Grand Canyon est souvent comparé à un gâteau de couches géologique. Des strates empilées les unes sur les autres depuis des millions d'années. Mais en profondeur, il existe un immense vide entre certaines roches, un espace mystérieux qui aurait gardé bien des secrets enfouis à la vue de tous. Les récentes explorations de ces zones ont permis de comprendre pourquoi de nouveaux corps et d'autres mystères refont parfois surface. C'est alors qu'un objet inattendu fut découvert, une grande structure en forme de boîte, extraite d'une faille du canyon. Personne ne savait ce qu'elle contenait. Certains pensaient qu'elle pouvait renfermer des restes humains, peut-être ceux de peuples amérindiens ayant autrefois habité la région. D'autres y voyaient un lien avec la légende du monstre de Mogollon. Par crainte et superstition, la boîte ne fut jamais ouverte. Numéro 10. Les ruines de Tusayan. La région du Grand Canyon a vu passer d'innombrables formes de vie, certaines de passage, d'autres établies pour de bon. Parmi celles qui ont laissé une empreinte durable, on trouve les anciens Pueblos, les ancêtres des Hopis, des Zuni et d'autres tribus Pueblos actuelles. D'après les analyses des cernes des genévriers, des arbres typiques de leurs habitations, le site de Tusayan, situé à quelques kilomètres au sud du canyon, aurait été construit vers l'an 1185 de notre ère. Ces champs cultivés, ces bâtiments communautaires, ces habitations et ces structures religieuses témoignent d'une vie organisée vieille de plus de 800 ans. Le site se compose d'une place centrale, entourée de pièces de stockage, de logements et de 2 kivas. La place, orientée plein sud, permettait de capter la chaleur du soleil pendant les saisons froides. Les habitations, d'un seul étage en pierre et en bois, comptaient 3 ou 4 pièces principales. Les réserves contenaient la nourriture séchée pour survivre aux hivers rigoureux. Des chambres cérémonielles circulaires, toujours utilisées aujourd'hui par les Pueblos pour leurs rituels.
Selon les traditions Hopi, les kivas symbolisent l'entrée dans ce monde. Mais ici, la présence du calcaire Kaibab, une roche dure formant des falaises, empêchait les anciens habitants de creuser profondément pour les construire. Avec l'autorisation du National Park Service, des archéologues de Gila Pueblo, à Globe en Arizona, ont fouillé le site dans les années 1930. En contrepartie, ils s'engagèrent à construire un musée à proximité et à laisser sur place la moitié des objets découverts. Ce musée, d'abord appelé le Wayside Museum of Archaeology, est devenu l'actuel musée de Tusayan. C'est un petit bâtiment carré en pierre, composé de 2 salles, qui semble tout droit sorti du village ancestral qu'il commémore. Depuis son ouverture en 1932, le musée expose à la fois l'histoire archéologique et contemporaine des 5 grandes tribus du Grand Canyon. Les Havasupai, Hopi, Hualapai, Navajo et Paiute, mettant en lumière leurs liens culturels profonds et durables avec la région. L'une des pièces les plus marquantes de la collection est un ensemble de figurines en brindilles tressées, vieilles de 2 à 4 000 ans. Bien qu'elles n'aient pas été découvertes à Tusayan même, elles proviennent de grottes du Grand Canyon et témoignent de la présence humaine ancienne et continue sur ces terres. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.